messieurs, bonsoir. À la une de cette édition, un cessez-le-feu en Ukraine. Après un entretien téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine, un arrêt des combats d'une semaine a été entériné. Nous reviendrons ensuite sur la cession par la France d'un de ses fleurons de l'armement aux États-Unis, bien loin des discours de réindustrialisation et de souveraineté militaire. Et enfin, en France, Sébastien Lecornu a utilisé un ultime 49.3 pour entériner le budget, tandis que la Cour des comptes s'inquiète de l'état des finances publiques. Donald Trump a annoncé dans la nuit un cessez-le-feu énergétique d'une semaine en Ukraine, obtenu après un coup de fil avec Vladimir Poutine. Quelques jours de répit donc pour Kiev, mais Moscou veut toujours obtenir une capitulation. Édouard Chanon. Alors que les négociations de paix n'avancent guère, Donald Trump a rapporté dans les nuits du 29 au 30 janvier avoir obtenu un cessez-le-feu énergétique d'une semaine de Vladimir Poutine. Hier, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, avait refusé de commenter de telles rumeurs, mais des parlementaires ukrainiens avaient vendu la mèche, indiquant toutefois ignorer la date du début de cet accord. Volodymyr Zelensky avait à maintes reprises appelé au cessez-le-feu durant lequel les deux belligérants cesseraient de viser les centrales et les réseaux électriques adverses. Mercredi dernier, Kiev et ses habitants étaient plongés dans la nuit. Le président américain a revendiqué un succès diplomatique en dépit de conseils à ne pas tenter une telle initiative. J'ai personnellement demandé au président Poutine de ne pas bombarder Kiev et les différentes villes pendant une semaine, ce qu'il a accepté. Et je dois vous dire que c'était très gentil de sa part. Certains disaient « Ne perdez pas votre temps, vous n'obtiendrez rien ». Et il l'a fait et nous sommes très heureux qu'il l'ait fait. Les températures nocturnes à Kiev devraient chuter jusqu'à moins 13 degrés ce week-end et moins 30 dans certaines régions du pays. Volodymyr Zelensky a remercié dans la foulée le président américain. Une réussite diplomatique donc pour Donald Trump. Mais Moscou traite désormais Washington en partenaire, nous explique Hervé Carès, ancien colonel diplômé de l'école de guerre et spécialiste de la gestion de crise. C'est un accord entre deux partenaires avec un objet humanitaire qui ne peut pas être refusé par les Russes sur le plan de leurs relations nouvellement renouées avec les États-Unis. D'une certaine manière, les Russes ont un jeu subtil depuis le début, puisqu'ils ne veulent pas se fâcher avec les Américains, qui sont les seuls en fait à vouloir arrêter ce conflit le plus rapidement possible. Pour cela, eux, ils continuent à poursuivre leurs objectifs militaires qui leur permettront, sauf évidemment acceptation de la part des Ukrainiens, de se retirer des territoires qui sont revendiqués par les Russes, ces objectifs qui leur permettront de reconquérir les territoires qu'ils revendiquent. Et ils sont aidés en cela, par le gouvernement ukrainien, qui lui, bien sûr, pour des raisons politiques, ne peut accepter les revendications russes en l'état, et deux, de manière très très paradoxale, par les Européens qui, en fait, d'une certaine manière, font le jeu des Russes. Bien sûr, l'Ukraine est au bord du gouffre financier et ne tient que par la promesse de l'Union européenne de la financer à hauteur de 90 milliards d'euros. Face à cela, Moscou veut imposer par sa campagne de frappe une problématique de guerre totale pour conduire Kiev à la capitulation, comme le souligne Hervé Carès. Maintenant, le sujet, c'est qu'en fait, on est face à une problématique de guerre totale, en fait, et les frappes stratégiques russes sont une des parts d'un plan pour conduire l'État ukrainien à capituler. Ce plan, il repose sur la pression sur le front terrestre et bien sûr sur cet aspect de frappe stratégique sur tout le complexe énergétique ukrainien, avec un objectif majeur, toucher l'économie ukrainienne, et un objectif secondaire, c'est également de toucher le moral des Ukrainiens. Depuis plusieurs années, Moscou affirme ne cibler que les installations utilisées par le complexe militaro-industriel ukrainien et que ces attaques constituent une riposte directe aux frappes en profondeur menées par Kiev contre des civils russes et des infrastructures critiques. Depuis l'été 2024 et l'offensive ukrainienne sur Koursk, les frappes russes se font toutefois plus dures, estime Hervé Carès, qui souligne la résilience du système énergétique ukrainien et l'adaptation progressive des moyens russes. Il y a eu plusieurs phases dans cette campagne de frappe stratégique sur le secteur énergétique ukrainien. Bon, d'abord, il faut comprendre que le secteur énergétique ukrainien, il est héritier de celui qui avait été mis en place à l'époque de l'Union soviétique. Et donc, c'est un secteur énergétique très connecté et surtout redondant. Donc, il a déjà été étudié pour être résilient. D'où la difficulté pour les Russes, notamment dans la première phase où ils n'utilisaient que des vecteurs onéreux, c'est-à-dire des missiles, de vraiment l'affaiblir de manière durable. Depuis quelques mois, depuis qu'ils arrivent à saturer les défenses antiaériennes et puis toucher des micro-objectifs tels que des transformateurs au moyen des drones, ils arrivent à un point qu'ils n'avaient pas atteint précédemment.
Le secteur énergétique ukrainien est en très grande difficulté. On ne peut que le concevoir notamment durant la période hivernale. Mais de toutes les manières, il a quand même, entre guillemets, une rue de secours. De mémoire, c'est 3 centrales nucléaires qui, de toute façon, ne seront jamais frappées par les Russes pour plein de raisons. Ils sont liés aux règles de sécurité internationale en matière d'installation nucléaire. Et de ce fait-là, il y aura toujours cette possibilité-là, à minima, d'avoir une alimentation électrique, peut-être pour alimenter les dernières industries du complexe militaro-industriel ukrainien qui permettent de produire, par exemple, des drones comme les drones FPV. La Russie avait accepté un cessez-le-feu énergétique en mars 2025 à la suite de négociations avec l'administration Trump. L'Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusées d'avoir rompu la trêve. Kiev avait mené des attaques contre des raffineries de pétrole et des infrastructures gazières russes. Alors que les dirigeants occidentaux ont appelé à un cessez-le-feu depuis le début des négociations par l'intermédiaire des Américains, le Kremlin a réitéré rechercher une paix, je cite, stable et durable, obtenue par la signature d'accords appropriés et non une pause temporaire, comme un avertissement et un appel à négocier pour de bon qui ne devrait pas changer. Le gouvernement français a autorisé la vente de LBM Aerospace, une entreprise qui fabrique des ventilateurs, notamment pour les avions Rafale, à l'américain Loar Group. Une nouvelle qui tombe mal pour Emmanuel Macron, qui fait semblant de jouer le kéké avec Trump et Poutine, mais qui continue de vendre le pays en catimini. Nicolas de Lamberterie. Les lunettes à la Top Gun et les discours musclés pour parler de réarmement et de souveraineté, bien évidemment européenne, donc évanescente et insaisissable, ne changent rien à une réalité que les Français observent depuis une petite vingtaine d'années. Leur pays continue inlassablement d'être vendu à la découpe. La tranche de saucisson du jour qui a été cédée s'appelle LBM Aerospace. Cette entreprise de Corrèze, peu connue du grand public, produit entre autres moteurs et ventilateurs de pointe utilisés par beaucoup d'équipements militaires français, notamment le Rafale, le Charles Leclerc ou les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. En clair, on parle là d'un équipementier stratégique pour la France. S'il est vrai que le groupe était déjà passé sous contrôle américain par le passé, le fait que cela se reproduise maintenant tombe mal, au moment où Emmanuel Macron fait mine de jouer les gros bras face à la Russie et aux États-Unis, notamment sur le dossier du Groenland. Les événements récents confirment que la situation au Groenland est un appel au réveil stratégique pour toute l'Europe. Sur l'affirmation de notre souveraineté européenne, sur notre contribution à la sécurité de l'Arctique, sur la lutte contre les ingérences étrangères et la désinformation, sur la lutte contre le réchauffement climatique et sur un partenariat privilégié de développement durable et de réduction des dépendances stratégiques. De surcroît, le gouvernement français disposait de la possibilité de s'opposer à cette vente via le décret Montebourg de 2014 en raison du caractère stratégique de l'entreprise. Mais prétextant que toutes les conditions n'étaient pas réunies à l'utilisation du décret, le gouvernement a donc laissé filer LBM Aerospace pour une transaction d'un montant avoisinant les 350 millions d'euros. Une situation absurde qui fait écho aux propos tonitruants qu'avait tenu Arnaud Montebourg, ancien ministre, il y a un peu moins de 3 ans lors d'une audition à l'Assemblée nationale. Et on a perdu, en 15 ans, Arcelor, leader mondial de l'acier. Péchinet, leader mondial de l'aluminium. Alstom, un des leaders mondiaux de l'énergie. Technip, un des leaders dans l'oil and gas. Lafarge, le ciment donné aux Suisses. Alcatel, détruit, vendu à Nokia. On aurait pu racheter Nokia. On était plus haut qu'eux. Je ne vous parle même pas de Essilor. Si vous voulez, quand vous perdez tout ça en 15 ans, il ne faut pas s'étonner s'il n'y a plus de PME en France, que les PME travaillaient pour ces boîtes-là. Mais tous les dirigeants, là, je vais dire aussi un mot, parce qu'on accuse les gouvernements, mais les présidents de ces boîtes-là, est-ce que vous connaissez le tarif de la trahison de la France? C'est entre 10 et 15 millions. M. Cron, il a touché, je crois, 13. M. Lafont, 15. M. Combe, 13. Voilà, c'est le prix de la trahison de la France. C'est pas cher, hein. Maintenant, il y a intitulé souverain dans tous les intitulés ministériels. Mais il ne faut pas faire des discours.
Il faut des actes. Lors de cette même audition, Arnaud Montebourg, qui s'est depuis lancé dans l'entrepreneuriat, avait rappelé ce qu'il estimait être le point faible de la stratégie économique française, la soumission aux financiers et le découpage systématique des grands groupes, au contraire de ce que font d'autres pays qui sont parvenus à surmonter les difficultés en prenant la stratégie inverse. Les financiers sont les spécialistes du cœur de métier. Ils disent « Ah, c'est pas votre cœur de métier, donc vous vendez ». En France, on n'a fait que ça. On a fait des découpages. Regardez ce qu'était la CGE, ce qui est devenu Alcatel, Thomson, Alstom. Après, on a découpé Thomson Technicolor. Puis, on a vendu à chaque fois des morceaux. Ça, en 20 ans, à force de découper, on a fait des miettes et on les a laissés vendre. Les grands pays qui ont vaincu la mondialisation, qui ont survécu dans la mondialisation, ce n'est pas le cas de la France. C'est les pays qui ont gardé des conglomérats. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs métiers en un et qui étaient capables de faire face à plusieurs cycles. Donc la leçon, c'est Siemens, c'est les grandes entreprises japonaises, les Américains. Regardez General Electric. General Electric, ils ont fait l'imagerie médicale, les moteurs d'avion, l'électricité, ils ont même fait la banque. Ils ont pu survivre dans de bonnes conditions. Et la preuve, c'est qu'ils rachètent les autres. À nous, on vend. En clair, au-delà des déclarations musclées, voire fracassantes de l'exécutif, tout ne semble constituer qu'un décor Potemkin en carton-pâte, n'étant destiné qu'à occuper l'opinion publique, pendant que l'on vend les joyaux de la couronne un par un. Par ailleurs, les entreprises d'armement françaises semblent toujours en attente de commandes fermes, au-delà donc des discours guerriers. De leur côté, les Américains poursuivent le pillage de la France et de l'Europe pour s'efforcer de garder leur position dans le top 3 mondial du XXIe siècle qui verra la montée en puissance de l'Asie. Dans un autre domaine important, on a vu cette année les entreprises américaines faire main basse sur l'essentiel de la production 2026 des barrettes de mémoire HBM, la mémoire à large bande passante, très utile pour l'intelligence artificielle. Résultat des courses, les barrettes classiques seront beaucoup moins produites cette année et le marché mondial, France inclus, s'en retrouve désorganisé. Mais cette commande massive a pour but de maintenir les États-Unis dans la course à l'IA. Et tout ceci s'opère avec la passivité, voire la complicité de la France et des Européens, qui trahissent les intérêts de leur population, les flics, et restreignent chaque jour un peu plus leur expression populaire et démocratique, tout en les appauvrissant. Un dernier 49.3 pour la route et des remontrances de la Cour des comptes. La fin de la saison budgétaire en France ne signifie pas la fin de la crise. Mesdames et messieurs les députés, la France doit avoir un budget et donc devant cet hémicycle, j'engage la responsabilité du gouvernement sur l'ensemble du PLF pour 2026 sur la base de l'article 49 de la Constitution. Et un nouveau 49.3 pour la route. Ce vendredi, le Premier ministre Sébastien Lecornu a eu recours à un ultime article 49 alinéa 3 pour faire adopter sans vote le projet de loi de finances pour 2026. Cette décision, la troisième du genre dans le marathon budgétaire, a été prononcée dans un hémicycle pas vraiment plein, mais tendu, marquant la fin d'un processus parlementaire houleux entamé il y a 4 mois. L'usage de cet outil constitutionnel n'a pas manqué de susciter des petites anicroches. Arrivé en retard, Éric Coquerel, président LFI de la Commission des Finances, a reproché au Premier ministre de ne pas avoir attendu sa présence pour faire son annonce. Vexé, il a dénoncé cette attitude. Le Premier ministre, dans sa volonté maintenant d'utiliser le 49.3, le fait en plus avec une rare inélégance, puisque nous étions en commission, où une fois de plus nous avons rejeté le texte. Au moins en commission, on peut se prononcer sur ce texte. Et que le Premier ministre n'a même pas eu, alors que j'avais prévenu, la décence d'attendre les membres de la commission pour déclarer son 49.3. Donc je trouve que ça, c'est une fois de plus la démonstration qu'en réalité, derrière tout ce verbiage, on fait ça avec l'Assemblée, on est respectueux de l'Assemblée, eh bien, quand on passe au coup de force, on passe au coup de force, et que je pense que ça révèle en réalité la vraie politique et la vraie mentalité de ce gouvernement, et notamment de son Premier ministre. Voilà. Cette activation du 49.3 entraîne mécaniquement des motions de censure. La France Insoumise en a déposé une, examinée lundi après-midi plutôt que mardi, ce que Mathilde Panot impute aux socialistes pour limiter la participation de députés ultramarins. Le Rassemblement national et son allié UDR en préparent une autre. Cependant, ces motions devraient être rejetées, faute de soutien de la droite LR
et des socialistes, offrant au gouvernement un matelas d'une vingtaine de voix et un sursis quasiment assuré jusqu'à l'élection présidentielle. Leur échec vaudra adoption définitive du budget qui passera ensuite par le Conseil constitutionnel avant promulgation mettant fin au régime transitoire de la loi spéciale votée en décembre. Le budget 2026 vise à ramener le déficit public à 5% du PIB, contre 5,4% en 2025. Initialement plus ambitieux avec 4,6%, il intègre des concessions au Parti socialiste. Le budget maintient ainsi une surtaxe sur les grandes entreprises à hauteur de 7,3 milliards d'euros et assume les impacts de la suspension de la réforme des retraites. Le rapporteur général au Sénat, le LR Jean-François Husson, s'est montré très critique sur ce budget, évoquant un triple fiasco. Soyons clairs, l'histoire de ce texte est celle d'un triple fiasco et le moment me semble particulièrement important pour en faire le bilan. Tout d'abord, un fiasco sur le fond, s'agissant de la politique économique, budgétaire et fiscale de notre pays. Mais également un fiasco quant à la méthode employée par le gouvernement et enfin, mais non des moindres, un fiasco à la fois pour le crédit de la France et la crédibilité de la parole politique qui n'avait pourtant pas vraiment besoin de ça. La fin de la saga budgétaire s'inscrit dans un contexte de crise. La Cour des comptes s'inquiète ainsi de la trajectoire des finances publiques. Lors de son audience solennelle, Karine Cambi, première présidente intérimaire, a averti, je cite, « Un État trop endetté est un État asphyxié ». Et pour cause, la charge de la dette s'est établie à 65 milliards d'euros en 2025, équivalente aux dépenses de la défense. En 2026, elle grimperait à 74 milliards. D'ici 2029, elle pourrait atteindre 100 milliards, devenant le premier poste de dépenses de l'État. Cette dynamique contraint les marges d'action, prive de ressources pour les investissements et limite la capacité à affronter les défis internationaux, là où l'exécutif ne cesse de faire des grandes annonces. Viendra ensuite un nouveau déclassement du pays par les agences de notation et celui qui prendra la place d'Emmanuel Macron dans un peu plus d'1 an héritera d'un État dans un bien vilain État. Passons à présent à l'actualité en bref. En France, la délinquance augmente encore en France. En 2025, le pays a connu une hausse significative des violences physiques et sexuelles, selon les données provisoires du service statistique de la sécurité intérieure. Les violences physiques hors vol ont augmenté de 5%, les homicides et tentatives d'homicide de 4,1% et les violences sexuelles de 8%. Les atteintes aux biens, comme les cambriolages et vols dans les véhicules, se stabilisent après des baisses antérieures. Les statisticiens notent que ces hausses sont moins marquées qu'en 2024, mais soulignent une progression tout de même notable. Ce bilan reflète une tendance à la violence accrue dans le pays et dénote d'un bilan sécuritaire pas fameux pour Emmanuel Macron. Une croissance économique qui ne progresse pas. Ce vendredi, l'INSEE a annoncé une première estimation de croissance du PIB français sur l'année 2025. Avec 0,9%, le chiffre est légèrement supérieur aux prévisions du gouvernement qui s'attendait à 0,7%. Une nouvelle satisfaisante à première vue, mais les économistes rappellent qu'il faudrait 2% de croissance pour une véritable relance. De plus, les nombreuses destructions d'emplois de l'année 2025 ne laissent pas présager un rebond industriel. Le vent tourne mal pour les énergies intermittentes. Les professionnels des secteurs éolien et solaire continuent d'attendre du gouvernement la programmation pluriannuelle de l'énergie et espèrent que le mois de février sera le bon. Certaines structures pourraient se séparer de 20% de leurs effectifs, sans oublier les emplois indirects. Les conséquences de projets trop ambitieux pour une énergie intermittente, par définition instable, au nom de la décarbonation, alors que la France produit déjà une électricité décarbonée à 95% en 2024 et en surabondance par rapport à ses besoins stagnants et même diminuants. Les grandes réformes sont lancées. Les sachets individuels en plastique pour ketchup, mayonnaise et autres condiments seront interdits dans les restaurants de l'Union européenne pour le service sur place. Cette mesure découle du règlement sur les emballages et déchets, entré en vigueur en février 2025, visant à réduire les plastiques à usage unique. La Commission européenne souligne que chaque Européen jette un demi-kilo d'emballage par jour, contribuant à une pollution massive. En attendant, la Commission a défendu un accord de libre-échange qui intensifiera le transit de viande et toutes sortes de produits entre l'Amérique du Sud et le vieux continent. Les restaurateurs devront adopter des alternatives comme des distributeurs rechargeables ou des bouteilles réutilisables. Les sachets resteront autorisés pour les plats emportés et en supermarché. Les centres de santé seront également exemptés. Dès 2030, d'autres produits comme les flacons de savon et shampoing dans les hôtels seront prohibés. Décidément, la construction européenne est en marche. L'actualité internationale en bref.
À rebours de Donald Trump, l'Union européenne a inscrit les gardiens de la révolution iranien sur sa liste des organisations terroristes jeudi. Cette décision répond à la répression du mouvement contestataire en Iran qui a causé des milliers de morts. La France, par la voix de son ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, a soutenu cette mesure face à la répression de la révolte dans le pays. Plusieurs responsables iraniens, dont le ministre de l'Intérieur et des dirigeants des gardiens, ont déjà été sanctionnés. Israël se frotte les mains et salue une décision historique pour laquelle il a œuvré. Téhéran dénonce quant à lui une mesure irresponsable et malveillante. Cette sanction qui vise le cœur nucléaire du régime politique en place accrédite une nouvelle fois le fait que la République islamique n'est pas le régime des mollahs, mais que les gardiens détiennent une place centrale dans l'organisation politique, économique et sociale du pays. Donald Trump a qualifié ce 20 janvier Alex Pretty d'agitateur et peut-être d'insurgé sur Truth Social après la diffusion d'une nouvelle vidéo. L'infirmier de 37 ans, abattu le 24 janvier à Minneapolis par des agents de l'ICE alors qu'il était à terre, y apparaît 11 jours plus tôt en train d'insulter, de cracher vers un véhicule fédéral et de donner des coups de pied violents brisant un feu arrière lors d'une interpellation. Trump souligne le calme de l'agent face à cette démonstration de violence et de colère, estimant que la cote de Pretty a fortement chuté. La mort de cet infirmier américain a provoqué des manifestations massives dans la ville et une vive polémique nationale. Les deux agents impliqués ont été placés en congé administratif. New Delhi, VRP du pétrole russe. L'Inde bat en effet des records en exportant du diesel issu de pétrole russe raffiné vers l'Afrique de l'Ouest. En janvier 2026, ces livraisons ont atteint 800 000 tonnes, soit environ 84 000 barils par jour en moyenne. Poussé par les nouvelles restrictions européennes interdisant les produits dérivés du brut russe, New Delhi a totalement stoppé ses exportations de diesel vers l'UE ce mois-ci. Le Nigeria absorbe la plus grande part avec 63% de ses importations de diesel provenant désormais d'Inde. Le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Sénégal affichent également une demande soutenue dans un contexte de raffineries locales sous-performantes et d'électricité instable. En 2025, le brut russe représentait encore 30% des importations pétrolières maritimes de l'Inde, permettant un raffinage à bas coût et des prix compétitifs. Cette réorientation commerciale illustre les effets en cascade des sanctions occidentales sur les flux énergétiques mondiaux. Berlin dort sur un tas d'or. Alors que le prix du métal précieux explose, l'Allemagne a enregistré une plus-value de 208 milliards d'euros. En effet, avec près de 3400 tonnes d'or, l'Allemagne possède la deuxième réserve mondiale, juste derrière les États-Unis. Un trésor maintenant évalué à environ 480 milliards d'euros. Notons tout de même qu'une partie de ce métal précieux est détenue à New York. La France, qui détient la 4e réserve du monde, pourrait avoir un trésor encore plus important, mais c'était sans compter sur Nicolas Sarkozy qui, en tant que ministre de l'économie et des Finances, a fait vendre 589 tonnes d'or des réserves françaises, un manque à gagner qui s'élèverait aujourd'hui à 50 milliards d'euros. Ce soir, tête à clash et pour le samedi politique, Élise Blaise reçoit l'ancien ministre Pierre Lellouche pour décrypter la bascule de l'ordre mondial lancée par le conflit en Ukraine et accélérée par Donald Trump. Dimanche, vous pourrez retrouver un zoom avec Paul-Marie Couteau qui revient sur une archive secrète du général de Gaulle. Également, Terre de Mission, c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité, bonne fin de semaine à tous.